Allez, on va voir quelques personnes arriver. On va attendre un petit peu que la notification s'envoie à tout le monde. Déjà, bonjour aux premières personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette première de bord de terrain. On va attendre un petit peu encore. Très plaisir, vous êtes déjà très nombreux à arriver sur ce live petit à petit. Parfait, ça arrive petit à petit. Mais je vais commencer. Merci à tous d'être déjà un petit peu nombreux pour cette première. C'est particulier, c'est un nouveau projet que je vous présente aujourd'hui. C'est le projet Bord de terrain. Bord de terrain, c'est un projet que j'ai imaginé depuis plusieurs mois, pour rien vous cacher, même depuis plusieurs années. J'ai travaillé dessus pour vous offrir un contenu de qualité. C'était surtout pour vous offrir un contenu qui est un petit peu innovant, qui change un petit peu de tout ce qui est, de tout ce qu'on voit naturellement, de tout ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire pour l'instant qui on va dire l'objectif sportif, les choses comme ça. Moi, je veux vraiment qu'on parle du sportif en général, et justement, on va accueillir notre première invitée qui s'appelle Élise Poncé, et avec elle, on va pouvoir parler tous les deux de tout ça, et on va pouvoir vous présenter un petit peu plus. Hop. J'ai invité Élise à rejoindre ce live. Merci d'être nombreux à nous rejoindre pour cette première de bord de terrain. Élise qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, comme je le disais, ce projet bord de terrain, vous allez découvrir des sportifs du côté sportif et du côté aussi professionnel. Ce projet bord de terrain, il a été conçu pour les sportifs, et justement notre première sportive, elle est là. Coucou Élise. Salut Clément. Comment ça va Élise déjà? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai passé le crux, comme on dit. J'ai réussi à me connecter en direct sur Instagram. C'est un truc de dingue. Il faut le dire, on a bien travaillé la chose. On a bien travaillé la chose tous les deux pour qu'on soit en direct. On va rien cacher. On a fait nos petits tests avant pour que tout soit bon pour le départ. Élise, merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première, un petit peu le crash test de ce bord de terrain. Merci beaucoup de ta confiance pour cette première. On va, comme je te l'ai expliqué, partir sur deux parties bien distinctes. Donc, le côté sportif dans un premier temps. Le côté sportif, déjà, Élise, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, etc., jusqu'à arriver à la course en montagne? Eh ben, Élise Poncet, j'ai 26 ans. Alors moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 16 ans à peu près. J'ai grandi en région parisienne et du coup, à la base, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais une grande passion pour la montagne, bien que j'habitais à Paris, et c'était pour moi le passage obligatoire pour un jour donc courir en montagne et faire de la course en montagne. Sauf qu'évidemment à Paris, c'était un petit peu compliqué, donc j'étais obligée de passer par la case athlétisme. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et c'est un petit peu drôle parce que j'ai commencé par des disciplines assez différentes de celles que je fais aujourd'hui, donc par du 400 haies. Et puis après, on s'est vite rendu compte que j'étais pas super douée et que j'étais quand même un petit peu meilleure pour le fond. Donc du coup, j'ai fait pas mal de cross, etc. Et en fait, à 18 ans, bah, j'ai décidé de quitter la région parisienne pour poursuivre un petit peu mon amour pour la montagne et pour me spécialiser justement en course en montagne, une discipline que je venais de découvrir à l'âge de 17-18 ans à peu près. Et voilà, de m'impliquer un petit peu là-dedans. Donc voilà, après à 18 ans, j'ai quitté la région parisienne pour faire mes études un petit peu plus proche des montagnes, donc d'abord à Lyon, puis ensuite à Chambéry, et voilà, ainsi de suite. J'ai un petit peu continué comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé vers les montagnes? On va dire, c'est les études dans un premier temps, ou c'est un choix de vie, on va dire? Non, ça a été un choix de vie. Bah, je l'ai toujours su parce que j'ai des grosses attaches en montagne depuis gamine. Ma famille vient de là-bas, donc voilà. Et chaque vacances, j'ai passé en montagne. Et non, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais bon, bah, j'étais bloquée en région parisienne parce que mes parents bossaient là-haut. Donc voilà. Quand j'ai eu l'opportunité de partir, c'était un vrai choix perso et voilà. On nous demande dans les commentaires s'il n'y a pas de course en montagne à Montmartre. C'est compliqué quand même. C'est un peu cher. C'est Non, un peu après, plus moi, chaud, ouais. j'habitais en banlieue parisienne et pour le coup, j'avais quand même pas mal de forêts à côté.
Donc ça va, je m'en sortais. C'est pas, on peut quand même faire de la course en montagne et aimer le trail ou quoi que ce soit quand on habite en dehors des Alpes, bien heureusement, parce que sinon ce serait bien dommage. Mais on allait aussi souvent à Fontainebleau avec mes parents et ils grimpaient beaucoup. Donc du coup, c'était aussi l'opportunité d'un petit peu courir et grimper à la fois. Donc voilà. Alors, on parle depuis tout à l'heure de course en montagne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Est-ce que c'est différent du trail? C'est la petite sœur du trail? Comment tu vois la chose, toi? Alors moi, c'est vrai que j'ai vraiment débuté par la course en montagne. En fait, c'est la partie un petit peu pour moi plus fédérale du trail. Donc la course en montagne, c'est légiféré par la Fédération française d'athlétisme et à l'échelle internationale par la WMRA, qui est une association sous le patronage de l'I2AF. Et en fait, nous, c'est assez structuré. On a un circuit Coupe du Monde, on a des championnats d'Europe, championnats du monde, dans lequel on doit être qualifié en équipe de France, etc. Donc moi, j'ai connu ça à la base. Bon, après, je connaissais aussi le trail, mais je suis vraiment venue par ce biais-là. Et en fait, la course en montagne, ça existe depuis très longtemps. Ça fait plus de 35 ans que ça existe. Et c'est un petit peu les premières courses qu'il y a eu en nature avant même que le mot trail existe. Et c'est des formats qui sont un petit peu plus courts. Voilà, athlétisme. Donc ça entre guillemets, ça court un peu plus vite, forcément, parce que les distances sont plus courtes. Donc c'est des distances allant de 10 à 30 km, 40 km pour certaines qui sont vraiment roulantes. Donc voilà, la différence est assez subtile et je comprends qu'on comprenne pas trop toujours parce qu'il y a beaucoup de courses différentes entre les courses nature, les trails, les courses en montagne, longues ou courtes distances. Mais voilà, moi ça réside vraiment dans la distance et puis dans le fait qu'on ait un circuit vraiment fédéral et structuré. Et voilà, mais bon, sur plein de points c'est quand même pareil et le trail court ça ressemble quand même vachement à la course en montagne. J'allais dire, tu parles des formats. Est-ce que c'est comme au triathlon, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent? Est-ce que c'est comme au triathlon, des distances S, M? Est-ce qu'il y a différents formats? Comment ça se passe sur une saison, par exemple, avec les manches, le championnat du monde, etc. Comment ça se passe? Alors, c'est pas des formats, enfin, si, c'est des formats différents, mais pas forcément en distance, plutôt en soit montée sèche. Donc, ça va être un rapport, par exemple, 12 km, 800 ou 900 de D+. Donc là, c'est vraiment que de la montée sèche, il n'y a pas de descente. Ou un parcours en montée-descente, pour le coup. Donc, montée-descente, pareil, à peu près 12 km avec 800 de D+, 800 de D-. Et en fait, ça s'alterne d'un championnat à l'autre. Donc, si championnat d'Europe, c'est en montée sèche, le championnat du monde qui a lieu exactement la même année, pas comme en athlétisme où c'est une année sur deux, ce sera en montée descente. Donc du coup, voilà, ça s'alterne. Et le championnat de France, c'est en fonction du championnat d'Europe. On va parler un petit peu on continue de parler un petit peu de ta carrière sportive. Si je te dis alors, l'accent est peut-être un peu mauvais, Villa la Angostura. Est-ce que ça te rappelle quelques petits souvenirs en Argentine? Oui, bah bien sûr, ouais, ça a été mon plus gros souvenir sportif, on va dire. Ouais, c'était les championnats du monde du coup de course en montagne en 2019, donc en Argentine, parce que du coup Villa la Angostura c'était en Argentine. Et oui, bah c'était extraordinaire déjà parce que le voyage il était juste dingue d'aller à l'autre bout du monde, et puis aussi parce que il y a eu de belles performances à la clé, donc forcément c'est un souvenir incroyable. Pour dire un petit peu à ceux qui nous suivent, c'est championne du monde par équipe avec tes coéquipières et vice-championne du monde en individuel. Après, derrière, il y a eu aussi les championnats d'Europe. Avant, il y a eu les championnats d'Europe avec une belle performance aussi en équipe puisque c'était la médaille d'or. Dernièrement, ça a été un petit peu plus compliqué avec le Covid. Il y a eu beaucoup moins de courses. Il y a eu ce kilomètre vertical du Mont Blanc qui s'est très bien passé pour toi. Mais c'est vrai que comment ça se passe ces saisons-là avec les complications pour voyager, etc. Ces dernières années au niveau international, il y a peut-être pas eu grand-chose. Ben, du coup, le gros avantage, c'est que je suis encore vice-championne du monde en titre, vu qu'il n'y a pas eu de championnat depuis. Donc ouais, ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans sans championnat, 2 ans qu'on n'a pas fait de sélection en équipe de France. Donc on a perdu un peu le fil bah voilà, de toute cette communauté, etc. Mais il y a d'autres circuits quand même qui existent aujourd'hui dans le trail et moi ça m'a permis aussi de découvrir autre chose. Par exemple l'année dernière j'ai pas mal concouru sur le circuit Golden Trail Series, donc ça c'est le circuit privé organisé par Salomon. Et habituellement j'ai jamais le temps de faire ça parce que entre voilà les championnats du monde, championnats d'Europe, sélection, etc. c'est quand même pas les mêmes distances. Le Golden Trail Series c'est un petit peu plus long, c'est entre 20 et 40 km.
Donc c'est une préparation un petit peu plus différente. Et voilà, donc ouais, c'est sûr que ça manque. Après, ça m'a permis de découvrir autre chose. Et là, cette année, j'ai quand même pu mener à bien ce projet Golden Trail Series. Donc, il fallait faire 3 courses et finir dans le top 10 de ces 3 courses pour aller à la finale et que j'ai réussi à faire. Donc finalement, c'était sympa aussi de voir autre chose. En plus, il y a eu un petit peu, pour parler des championnats du monde, il devait avoir lieu en Thaïlande. Ça a été reporté plusieurs fois. On en est où de ces championnats du monde en Thaïlande? Eh ben, oula, j'ai pas trop suivi. Enfin, si là, justement, il y a une info qui vient de tomber là. Apparemment, ils ont décalé encore de 2 semaines, enfin 2 semaines avant la date initiale les championnats du monde. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai pas lu les articles, mais j'avoue que après 3 reports, j'y crois moyennement. Je suis un petit peu sceptique sur le truc et j'avoue que j'avais déjà fait le choix cette année, là, quand ils les avaient reportés en février, de pas les faire. Et j'avoue qu'en novembre prochain, j'ai pas envie de me focaliser là-dessus parce que j'y crois pas tellement et parce qu'aujourd'hui, je fais pas mal de ski. Bon, on en reviendra peut-être plus tard, mais je fais du ski alpinisme là depuis cette année et du coup, j'attaquerai la saison, je pense, en novembre prochain. Sur une saison, on va dire pour toi, Élise, on sait que tu fais aussi beaucoup de cross country. C'est un petit peu, on va dire, la préparation d'avant-saison pour ensuite aller sur la course en montagne. Ouais, c'est ça. Ben, c'est aussi par ce biais-là que je suis venue du coup à la course à pied. Le cross, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de l'hiver. Qu'on fasse de la piste ou de la course en montagne l'été, c'est le passage obligatoire. Et puis c'est hyper intéressant sur plein d'aspects différents parce qu'il y a une énorme densité. Ça nous permet de développer des qualités qu'on travaille pas forcément l'été. Et puis c'est le plus beau des championnats, moi je trouve. Donc voilà. Après, je fais des infidélités au cross depuis l'année dernière. Première raison, le Covid a mis vraiment à mal le cross. Il y a eu 2 années consécutives où les championnats de France ont été annulés, donc j'avoue que ça a été un petit peu dur de garder le fil. Et en venant habiter justement en montagne, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer le ski alpinisme, parce que je fais beaucoup de ski de randonnée à côté de la course à pied. Et du fait que ce soit annulé 2 ans d'affilée, l'année dernière, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, j'ai jamais le temps de le faire, donc j'essaye. Et du coup, j'ai eu un petit coup de cœur pour le skimo, comme on appelle ça, le ski alpinisme. Et j'avoue que cette saison, il a fallu encore faire un choix et j'ai fait le choix du ski alpinisme. Et c'est hyper dur de faire un choix parce que vraiment, j'adore le cross. Mais malheureusement, c'est des disciplines beaucoup trop éloignées et c'est impossible de préparer du plat et du ski alpinisme en montée. J'ai essayé avec mon coach d'essayer de pouvoir quand même concourir sur les crosses, mais là, c'est un petit peu trop éloigné et je risque de me blesser si je fais les deux. Donc voilà. Ski alpinisme, pour expliquer rapidement, cette discipline, comment ça se passe. Alors, on fait pas de l'escalade avec, parce que j'ai vu que tu apprécies aussi l'escalade, on fait pas de l'escalade avec des skis. C'est autrement. Non, en gros, c'est la version compétition du ski de randonnée. Donc ça, c'est la Fédération française de la montagne et de l'escalade qui s'occupe de ce sport. Et pareil, dans le ski alpiniste, tu as plusieurs disciplines. Donc tu as soit le sprint. Le sprint, c'est un effort de 3-4 minutes sur un parcours sur piste. Et en fait, tu dois faire des conversions, mettre les skis sur le dos, enlever tes pots, faire un petit slalom à descendre. Bon, ça, c'est très, très spécifique. Après, tu as la vertical race, ça c'est le fait de juste monter un peu une montée sèche en gros et t'as pas de descente. Donc voilà, tu montes avec tes pots de phoque le long de la piste. Et la plus belle épreuve, enfin moi je trouve, c'est l'épreuve individuelle et ça se passe sur des parcours plutôt en montagne. Et tu fais généralement soit 2 boucles ou plusieurs boucles en montée-descente avec à peu près 1700 de dénivelé, positif ou négatif. Et là, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus montagne. Parfois, on court un peu sur des arêtes avec les skis dans le dos, on remonte des couloirs, on descend des couloirs. Enfin, c'est vraiment super. Quand on aime la montagne et quand on aime le sport d'endurance et la glisse, c'est très complémentaire, ouais. J'allais dire, ça fait partie de ces sports méconnus, mais tout à l'heure, tu me parlais que vous faisiez partie donc de la Fédération française d'athlétisme. Les sports nature, on va dire, dans tout ce qui est les Jeux olympiques, les choses comme ça, on a eu l'escalade qui est arrivée, même si pour l'instant, on peut parler de sport nature puisqu'on peut on peut le faire en nature. Mais est-ce qu'un jour, comme vous faites quand même partie de la fédération d'athlétisme, alors au niveau français, est-ce que tu penses qu'un jour le trail ou la course en montagne pourrait faire son apparition au JO?
Ben, il y avait eu des grandes discussions pour Paris 2024 justement parce que la France est une grosse nation du trail running. Mais le projet a pas abouti. Donc finalement, je sais pas. Je pense que c'est par manque de structure du sport. Mm. Je pense vraiment qu'il y a un gros problème structurel dans le monde par rapport au trail et c'est la raison pour laquelle c'est pas passé. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de pratiquants et je pense que ça pourrait vraiment être super. Surtout il y a beaucoup d'engagements environnementaux aujourd'hui dans le sport et ça pourrait être un super moyen de véhiculer tout ça. Mais écoute, ça n'a pas abouti, donc dommage. Mais j'avoue que nous, les athlètes, ce serait vraiment bien. Ce serait une très belle occasion de représenter ce sport et de pouvoir aussi nous professionnaliser un petit peu plus parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment de statut fédéral à haut niveau et donc voilà, pour plein de choses, ça faciliterait quand même. Et puis bah, ça reste les Jeux Olympiques, c'est quand même dingue et pouvoir appartenir à cette communauté d'athlètes français, c'est vrai qu'on est un petit peu mis à l'écart vu qu'on n'est pas Mm. olympique, donc c'est sûr que ce serait une super opportunité, ouais. Donc on a parlé un petit peu de tout ce qui est le côté sportif. On va parler, comme je l'ai dit dans la deuxième partie, un petit peu plus de ton quotidien, parce que tu n'es pas que sportive. Élise, on va d'abord parler des points autour du sport, un petit peu le travail de l'ombre. Tu parlais de la fédération d'athlétisme, etc. Comment ça se passe niveau accompagnement, notamment pour les voyages. Je me rappelle avoir interviewé il y a quelque temps Alizé Parmentella, qui devait partir pour un Ironman à l'autre bout du monde, qui avait été obligé de faire une cagnotte en ligne. Comment ça se passe, toi, du côté de la fédération d'athlétisme? Est-ce qu'il y a des soutiens pour ces voyages, etc. Comment ça se passe exactement? Du coup, nous, en course en montagne, dès lors où on est qualifié au championnat de France, ouais, on est pris en charge par la Fédé. Donc, c'est-à-dire que dès on rentre en équipe de France, on a un stage généralement avant le championnat, donc un stage d'une semaine quelque part en France. Donc ça, c'est tout frais payé par la Fédé. Donc nos trajets sont remboursés pour aller jusqu'au lieu du stage, etc. On a toute notre dotation équipe de France qui est offerte aussi. Et après, pendant l'événement, bah pareil, ça c'est la Fédé qui s'occupe de tout. On n'a rien à payer. On est tout pris en charge, voilà. Après, on n'a pas accès, par exemple, ça c'est un peu différent que les sports olympiques en athlétisme. Même si on fait des médailles, on n'a pas accès à des primes internationales ou quoi que ce soit. Après, on peut être sur les listes ministérielles, mais on peut pas être sur les listes ministérielles collectifs nationaux. On peut pas accéder à des listes plus hautes parce qu'on n'est pas olympique. Donc non, il y a quand même pas mal de différences finalement, mais la Fédé nous prend quand même tout en charge dès lors où on est en équipe de France. Justement, quand on parle un petit peu de prise en charge, etc., pour des sportifs individuels, tout ce qui est, on va dire, le côté communication, partenariat, comment toi ça se passe? Est-ce que, parce que je connais de plus en plus d'agences qui gèrent les réseaux sociaux des sportifs ou qui vont gérer les partenariats, comment ça se passe? Parce que je pense que malgré tout, tu as besoin de partenaires pour faire des événements hors fédé aussi. Ouais, carrément. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'athlètes en trail ou course en montagne qui sont pros. Nous, ça passe beaucoup, bah, du coup, par le biais des teams, en fait, dans le trail, c'est ça. C'est plus, c'est pas les clubs ou la Fédé qui va nous financer, c'est plutôt via des teams de marque. Et en fait, dès lors où tu rentres dans ce team, ben, tu as tout le calendrier qui est fait autour, tu as une dotation financière selon ce que tu arrives à négocier, selon ton palmarès, ta communication, etc. Et après, par contre, d'un point de vue communication, je pense que ça dépend des athlètes. Moi, je m'occupe de ma com. Voilà, après, il y en a qui engagent certaines personnes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans ce sport-là, c'est un point hyper important et bon, à mon goût, un petit peu trop important parce que la com doit pas prendre le dessus sur la performance. Pour moi, le cœur quand même du projet, ça doit être la performance sportive. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir une double casquette. Donc, il y en a qui font le choix de plus ou moins s'impliquer dedans. Moi, j'avoue, j'ai pas une passion débordante pour la communication, mais j'essaye de m'y mettre un petit peu. Mais donc voilà, ouais, du coup, faut un peu gérer tout ça. Je pense qu'on n'est pas nombreux. Enfin, il n'y a pas grand nombre d'athlètes qui ont des agents ou quoi que ce soit, à part ceux vraiment qui en vivent, et ça, c'est tout à fait normal. Nous, on se débrouille un petit peu avec nos managers, voilà, qu'on peut avoir dans les teams, etc.
J'allais dire, j'ai vu que, notamment quand tu parles de ta communication, tu as créé ta page Facebook. Dessus, il y a tes partenaires qui sont mis en avant. Comment on peut, on va dire, te soutenir, t'aider? Comment soutenir Élise Poncet, tout simplement? Alors, bah soutenir, oui, alors j'ai créé ma page athlète l'année dernière. Ouais, j'ai mis un moment à la créer, hein. J'avoue que c'est ouais, je pense que vu qu'on n'est pas comme je disais tout à l'heure, un sport hyper structuré, fédéré, etc. C'est un petit peu compliqué pour nous de se sentir légitime et de se sentir professionnel dans notre sport. Du coup, moi, j'ai dû me mettre un bon coup de pied aux fesses pour me dire, allez, il faut que je m'y mette, allez, il faut que je me professionnalise. Je suis athlète de haut niveau et c'est normal que je le fasse. Maintenant, comment me soutenir, venir m'encourager au bord des sentiers, ce sera mieux déjà. Non, en tout cas, ouais, moi c'est ça, c'est aussi l'échange. J'adore l'échange, j'adore voilà partager par le biais des interviews, par le biais de podcasts ou quoi que ce soit, plus que par des likes en tant que tel sur des photos. Donc après, plus il y a du monde qui suit, plus c'est une manière pour moi de promouvoir mon sport aussi, et c'est vraiment génial. Et il n'y a pas que du négatif dans les réseaux, c'est une super manière de partager, d'avoir un retour d'expérience aussi. Donc voilà, faut le faire, mais de manière un petit peu équilibrée. Oui, c'est ça, exactement. On va parler un petit peu de ton quotidien. Donc toi, en plus, tu as la chance d'habiter dans une magnifique région. Tu travailles à l'Office de tourisme de Saint-Gervais. Donc tu es en charge un petit peu de tout ce que les développements des événements sportifs, un petit peu de tout ça à l'Office du tourisme. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier à l'Office de tourisme? Et du coup, ça fait 2 ans, tout pile là, que je travaille à la mairie de Saint-Gervais. Donc, je suis dans les bureaux de l'office, mais mon employeur, voilà, c'est le maire de Saint-Gervais. Et en fait, moi, j'avais posé une candidature spontanée il y a 2 ans pour développer le sport à Saint-Gervais. Parce que c'est un village qui a beaucoup de potentiel en termes de sport, en termes d'engagement environnemental aussi. Et l'objectif, voilà, c'était de développer le sport. Donc, je suis chargée des sports pour la commune. Donc, tout ce qui tend à développer le sport. Donc, ça peut être par le biais des événements sportifs, notamment. Donc, j'ai repris l'organisation de la montée du Nideg, qui est une course en montagne historique en France et qui est d'ailleurs manche de Coupe du Monde depuis 2 ans de course en montagne. Voilà. Après, ça peut être des itinéraires, ça peut être la gestion des sportifs de haut niveau aussi, parce qu'on a toute une équipe sportive de haut niveau. Donc voilà, plein d'initiatives en vue de Paris 2024 aussi. On a pas mal d'actions à mettre en place avec les écoles, tout ça. Donc voilà, après je bossais, moi j'étais pas à 100%, j'avais un emploi un petit peu aménagé parce que voilà, j'ai le double projet sportif et pro. Donc ça c'était top parce que j'ai vraiment pu concilier les deux pendant 2 ans et c'était un super rythme pour moi. Donc du côté est-ce que déjà c'était ton premier métier? Est-ce que tu étais destiné à faire plus côté touristique? Ouais, alors moi je suis pas forcément du côté, je suis dans les bureaux de l'office, mais c'est pas que du tourisme. C'était aussi développer le sport en local à Saint-Gervais. Et qu'est-ce que tu me posais quoi comme question? Niveau formation, etc. Est-ce que tu t'es destiné justement par exemple, à avoir fait STAPS? Qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme étude? Ouais, c'est ça. J'ai fait donc STAPS Management du sport. Et en fait, je me suis arrêtée à la licence parce que j'avais un stage de 5 mois pendant ma licence. Et en fait, j'ai été embauchée à l'issue dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage à l'époque. Ça s'appelait HO5 Parc. Donc dans laquelle je suis restée 3 ans en tant que chef de projet. Et du coup, après ce poste-là, j'ai assez vite rebondi derrière. Enfin, voilà, j'avais fait un petit peu le tour de ça. Et ensuite... voilà, j'ai postulé à l'office de Saint-Ger et ça s'est fait comme ça. Donc en gros, depuis que j'ai terminé les études en 2017, j'ai réussi à trouver des postes dans mon domaine d'études et voilà. Donc donc c'était top parce qu'il n'y a pas énorme d'opportunités dans le management du sport. Donc du coup, c'était plutôt de la chance d'avoir ces postes-là à la fin de mes études. Ouais. Donc tu as ton métier, tu as à côté aussi le côté sportif, on va dire. Est-ce que tu as une semaine type? Est-ce que tu disais qu'à un moment, il y avait un petit peu un aménagement pour toi? Comment ça se passe la semaine? Est-ce que tu as des entraînements tous les soirs? Comment ça fonctionne pour toi? Du coup, j'étais assez autonome dans mes missions, donc ça, c'était hyper intéressant. Je jonglais vraiment entre la priorité de certains projets, certaines réunions, et puis mes entraînements.
Donc généralement, je m'entraînais le matin parce que c'est quand même beaucoup plus simple et plus agréable de s'entraîner le matin. Donc du coup, je sais pas, je pouvais aller au travail de 8 à 10h30, aller m'entraîner, revenir l'après-midi, ou bien ne pas travailler le matin, travailler un peu le soir, etc. Donc il y avait pas mal de systèmes de récupération, etc. Par exemple, quand tu vois, je m'en allais sur des déplacements sportifs, j'avais cumulé des heures avant qui me permettaient de prendre un peu de temps pour mes stages ou mes compétitions sportives et du coup, c'était hyper flexible et ça, c'était super de concilier aussi avec mes collègues, tout ça et il y avait une vraie entente autour de ce projet-là et mon directeur ou mon employeur, c'était tout à fait conciliant là-dessus, donc vraiment top. Mais donc, du coup, ouais, je m'entraîne tous les jours. J'ai un jour de repos par semaine. Mais il n'y a pas que ça dans ma vie, hein, parce que je fais aussi pas mal de montagnes à côté. Là, je viens de me remettre pompier volontaire à la caserne de Saint-Gervais. Du coup, ça fait pas mal de choses dans le quotidien. donc voilà. Mais c'est bien, c'est une vie intense. En plus, tu es parfaite en transition parce que j'allais te parler des passions un petit peu que tu as hors du sport, donc pompier volontaire, notamment, ça doit être une de tes passions. Est-ce que pour toi, il est important d'avoir des passions hors sport? Est-ce que tu peux nous parler de tes passions hors du sport? Mais est-ce que pour toi, alors forcément, on est des amoureux de sport, donc on va forcément dire qu'on adore le sport, mais est-ce que pour toi, il est important aussi de couper certaines fois? Ouais, bah moi dans ma pratique du sport de haut niveau aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle je suis pas professionnelle à 100% dans mon sport aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui m'animent à côté. Donc que ce soit effectivement le secourisme, la montagne, je fais beaucoup de sports de montagne à côté, et du coup ça me permet de. Alors je sais, du coup j'optimise pas à 100% mon entraînement vu de la performance sportive parce que voilà, si j'ai envie de doubler, par exemple, je vais plutôt doubler avec de l'escalade qu'avec du home trainer ou un autre footing. Donc voilà, mais en même temps, à la fois, ça me permet vraiment dans la tête d'être beaucoup plus épanouie et je pense que finalement, ça m'apporte plus que ça me contraint. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses en plus. En plus, voilà, que le travail et le sport. Donc, si un jour j'arrête, oui, bien sûr que je vais arrêter un jour, mais pas tout de suite. Le haut niveau, je vais pas être perdue parce qu'il y a plein de choses. Et puis là, j'ai un terrain de jeu qui est énorme. Et je sais que je ferai beaucoup plus d'escalade ou de ski ou d'alpinisme, enfin autre quoi. Donc, Toujours dans voilà. les sports toujours dans les sports de nature. On parlait Ouais. tout à l'heure, alors on va en parler rapidement. Donc tu travailles à l'Office de tourisme de Saint-Gervais, mais tu as aussi possiblement un nouveau projet professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Est-ce qu'on peut en parler? Ben, je vais rester un peu discrète sur le sujet parce que parce que c'est un peu en cours, mais en gros, ouais, je vais commencer à m'orienter vers les secours en montagne. Ça fait un petit moment que je tourne autour. J'ai déjà le diplôme de pisteur secouriste, je suis pompier volontaire, puis je fais pas mal de montagne. Donc là, en fait, je quitte mon travail pour prendre un petit peu le temps pour faire un petit peu plus de montagne, prendre de l'expérience en montagne, et puis peut-être un jour accéder à ces métiers-là. Donc voilà. On reste discret là-dessus. Parfait. Donc on a fait un peu le tour de ton quotidien. Élise, on va partir sur une dernière partie un petit peu, comme je t'ai expliqué un petit peu portrait chinois pour te connaître un petit peu plus dans ta personnalité. Donc si j'étais par exemple si j'étais un film, qu'est-ce que je serais? Quel film je serais? Et on va partir comme ça pour te découvrir un petit peu. Justement, la première question, si tu étais un film, lequel tu serais? Alors, bon, ça me représente pas du tout, on est bien d'accord. Mais dernièrement, j'ai vu Arnaque, crime et botanique, un grand classique que j'avais encore jamais vu et j'ai adoré. C'était trop bien, le jeu d'acteur, il était dingue. Donc voilà. Tu le conseilles? Ouais, je le conseille à fond. Est-ce que tu es série, toi, de ton côté? Comment? Est-ce que tu es série? Est-ce que tu apprécies les séries, etc.? Ah, ok. Pas trop. Enfin, si, j'aime bien, mais j'essaye de m'en couper parce que j'essaye de me mettre un petit peu à lire un peu plus ou prendre un peu plus de temps pour mon copain. Si tu étais une couleur de ton côté, laquelle tu serais? Bleu. Bleu. On a une raison là-dessus, c'est ta couleur préférée ou Je sais pas. Non, ouais, j'aime bien le bleu. si tu Pas de étais raison. une ville de ton côté, parce que tu as quand même beaucoup voyagé, on n'a pas raconté, mais tu étais aussi un moment au club de Grenoble.
tu représentais la ville de Grenoble. Si tu étais une ville, laquelle tu serais toi de ton côté? Attends, je reviens sur le bleu. Je sais pourquoi le bleu, parce que toutes les couleurs de mes maillots de club d'athlétisme ont été bleues. C'est pour ça que j'ai choisi bleu. Voilà. Bleu à Grenoble et bleu. Et c'est ça. Donc, niveau ville, laquelle tu serais, toi? Ah bah Saint-Gervais, évidemment. Est-ce que le Mont Blanc appartient à Saint-Gervais ou pas? Bien sûr, évidemment. Je, Ouh je là sais qu'il y a là. un débat là-dessus. Si tu étais Ouais, un ouais, ouais. mass... Mais de toute façon, il y a pas de débat pour toi. Comment? Si j'étais quoi? Non, non, j'ai dit, il n'y a pas de débat pour toi. Il appartient à Saint-Gervais, ce Mont Blanc. Ah, mais c'est même pas que pour moi, en fait. Il est sur la commune de Saint-Gervais. Donc, Alors, on va partir un petit peu plus en montagne. Si tu étais un massif montagneux, tu serais lequel? alors, dans les Alpes, enfin, du coup, en Haute-Savoie, euh, le, le Haut-Gifre, à côté de Six-Fer à cheval. J'adore ce massif-là. Donc, Tu c'est, conseilles ouais, c'est tout ce qui est limitrophe à la Suisse, donc les Dents du Midi, les Dents Blanches, tout ça. Ouais, j'ai une grosse passion pour cet endroit-là. on peut y faire de tout, niveau activité, etc. Enfin, randonnée, escalade, on en parlait tout à l'heure. Surtout de la rando normale ou rando un petit peu alpine. Pas énormément d'escalade, le rocher est pas super là-bas. On va partir un petit peu plus loin. Si tu étais, toi, un pays, tu serais lequel? Un pays. Eh ben, je sais pas, l'Écosse par exemple, que j'ai très envie de découvrir. L'Argentine, non? Ah, j'ai déjà découvert, donc allez, je vais dire l'Écosse sur ce coup-là. En plus, il faut que je perfectionne mon anglais, donc c'est nickel. Même objectif, ça va. Si tu étais un sportif, on va dire dans tous les sports, lequel t'inspire le plus, lequel voilà, lequel t'inspire le plus, c'est très bien comme ça. Lequel m'inspire le plus? Eh ben, tiens, c'est une de mes très bonnes copines, Léonie Perriot, avec qui j'ai fait une partie de ma scolarité. Allez, c'est elle qui m'inspire le plus parce que c'est celle que je connais le mieux et voilà. Si elle nous entend, voilà, le message est passé. Eh ben c'est parfait, on arrive au bout de cette émission. Élise, merci beaucoup d'avoir été la première, le crash test comme on a dit tous les deux tout à l'heure. Merci Merci beaucoup à d'avoir toi. accepté l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Tu as ramené du monde, Élise, hein, sur le live tout au long du live. Et on va se retrouver au mois de mars pour une nouvelle édition de bord de terrain. Puis bah d'ici là, suivez-nous sur les réseaux pour découvrir la nouvelle invitée. Merci encore, Élise, pour ta Merci vraiment. disponibilité. Bonne continuation à toi.